Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, il faut dire que ce sommet s'est déroulé dans des conditions assez particulières. C'est un sommet qui s'est passé après le Covid et pendant une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et il s'est déroulé après une réunion historique entre les différentes factions les factions palestiniennes. Ces trois facteurs font que ce sommet est assez particulier. Alors, pour avoir participé à ce sommet, je peux dire que du point de vue logistique, ça a été un très grand succès, et aussi du point de vue politique. La première résolution qui a été mentionnée dans la déclaration finale concernait le problème palestinien. Et mettre le problème palestinien en premier dans une déclaration finale est très révélateur de ce que l'Algérie a fait, de ce que la diplomatie algérienne fait, si on regarde le contexte actuellement arabe, où les différents pays ont normalisé récemment ont normalisé leurs relations avec Israël. Donc que l'Algérie ait pu faire cela, imposer une déclaration concernant le problème palestinien dans une résolution comme ça, à mon avis, c'est une réussite diplomatique. Ensuite, il y a eu une résolution qui est très peu commune, c'est une résolution sur la sécurité alimentaire dans les pays arabes. Je trouve que le fait d'être à l'écoute des peuples arabes est une nouveauté, parce que ça diffère un peu des résolutions générales de politique générale. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que la résolution aille un peu plus loin et permette d'éradiquer la famine dans les pays arabes, comme on voit par exemple au Yémen ou en Somalie par exemple. Je suis un peu déçu, mais c'est un début. Ensuite, il y a une résolution qui a été prise pour la réforme de la Ligue arabe, qui est très importante. Je rappelle que l'Algérie a été précurseur là-dessus, et elle tient beaucoup à ce que une entité politique qui existe depuis plusieurs décennies soit réformée avec une nouvelle forme de management, une nouvelle forme de direction collégiale, etc. Donc, il faudrait penser à réformer cette ligue pour qu'elle soit au diapason de ce qui se fait actuellement dans la gestion d'organismes de ce type-là. Quand on parle des problèmes sociaux qui touchent directement le citoyen arabe, on parle en fait des problèmes réels. Okay. Et on quitte les sphères de politique politicienne. Les printemps arabes sont passés par là, c'est sûr. Les revendications dans différents pays arabes font que les dirigeants, les décideurs des pays arabes sont beaucoup plus à l'écoute de leurs citoyens. Sauf que les printemps arabes n'ont pas touché tous les pays arabes, ils ont touché les républiques arabes, et les monarchies n'ont pas du tout été touchées, comme par hasard. Donc il y a encore du travail qui reste à faire. Alors, personnellement, je ne vois pas de différence entre le futur gouvernement de Netanyahou et les différents gouvernements qui se sont succédés en Israël. Tous les gouvernements veulent spolier la terre palestinienne. Tous les gouvernements ne veulent pas que les Palestiniens aient droit au retour dans leur patrie. Tous les gouvernements sionistes font en sorte que les Palestiniens n'aient pas de droit à leur pays. Donc, personnellement, je ne vois pas de différence entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après.
le sionisme est une idéologie qui est raciste, qui est ségrégationniste, et donc ça se voit même dans les lois, etc. Donc il n'y a pas de différence, même si on change les dirigeants, la politique va être la même, et les Palestiniens doivent mobiliser tous leurs efforts pour au moins arriver à un État une solution à deux États, comme c'était prôné par la Ligue arabe, je rappelle. Alors c'est sûr, ce que je dis, j'ai toujours dit, que j'ai écrit dans mes articles et dans mes livres, j'ai dit qu'il y a des problèmes dans les pays arabes, il y a un déficit de démocratie, un déficit d'égalité de chance, il y a beaucoup de problèmes dans les pays arabes, mais ces printemps, comme les révolutions colorées dans les pays de l'ex-URSS, sont des mouvements qui ont été fortement manipulés de l'extérieur, en particulier des États-Unis. J'ai montré que les revendications étaient légitimes, mais que ceux qui manifestaient, ceux qui poussaient dans une direction ou l'autre sur le terrain, que ce soit en Algérie récemment en 2019, que ce soit en 2011 en Égypte, que ce soit en Tunisie à la même période, tous en fait travaillaient pour des agendas extérieurs. Et nous ne pouvons pas réformer notre pays, nos pays en général, et tous les pays arabes qui ont été, on ne peut pas les réformer si on n'a pas si ce mouvement-là n'est pas intrinsèque, c'est-à-dire qui ne peut compter que sur la bonne volonté, sur les propres citoyens du pays. Si on est payé par une puissance étrangère, c'est qu'on travaille pour cette puissance étrangère. Ces révolutions colorées sont des révolutions de nouvelle génération, parce que on fait pas appel à des chars, on fait pas appel à une armée, mais on utilise les principes de la non-violence. Les principes de la non-violence ont été en fait théorisés par un philosophe américain qui s'appelle Gene Sharp, et qui ont été appliqués avec succès en Serbie en 2000, plus tard en 2003 en Géorgie, ensuite en Ukraine en 2004 avec la révolution orange. D'ailleurs, actuellement, ce qu'on voit actuellement, ce n'est qu'une conséquence justement de cette révolution orange, et plus tard en Kyrgyzstan. Mais il y a d'autres exemples, aux Maldives par exemple, où un gouvernement a été enlevé. Vous avez aussi au Liban en 2005, le mouvement serbe qui s'appelle le Otpor a aidé les Libanais à se débarrasser de la Syrie qui était présente au Liban. Alors tout ça est planifié, c'est-à-dire vous avez des méthodes des méthodes qui sont susceptibles de provoquer très rapidement des chutes de pouvoir. On appelle ça des régime change, changement de régime, et ça paraît comme des révolutions populaires très festives, avec des danses, des gens qui dansent dans les rues, des jeunes filles qui donnent des fleurs aux policiers, etc. Mais en fait tout cela est bien inscrit dans un livre qui a été publié par un organisme qui s'appelle Canvas, qui est dirigé par qui a été fondé et dirigé par un des leaders de Otpor, les Serbes d'Otpor, qui s'appelle Popovic. Et ces méthodes sont indiquées en détail. Il y en a 199 méthodes d'action non violente, dont offrir des fleurs est la numéro 33, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. C'est sûr que l'Algérie est ciblée, et elle a été ciblée, elle est ciblée, elle sera ciblée pour plusieurs raisons. Un, sa situation stratégique. Deux, ses richesses naturelles. Et trois, par ses positions politiques qui sont inaliénables. Les positions, l'Algérie est connue pour être pour défendre les intérêts des pays qui sont colonisés.
Et ça ne fait pas l'affaire des Occidentaux. La position, par exemple, de l'Algérie envers la Palestine, que je rappelle qu'est une position populaire, ce n'est pas juste une position politique des dirigeants. Les différents dirigeants et le peuple algérien ressent un grand amour, une grande affection, un grand respect pour la population palestinienne et veut que la Palestine se libère du joug israélien. Et donc cela nous fait en sorte que nous serons ciblés, parce que nous faisons partie, nous sommes des rares pays qui restent encore debout du front du refus, vous vous rappelez. C'était donc en plus notre président avait fait une déclaration dans ce sens en disant actuellement il y a une course vers la normalisation, on s'appelle Harwala, et ça c'est sûr que ça ne fait pas plaisir ni aux pays qui ont normalisé, ni à Israël, à l'entité sioniste et tous les pays qui le défendent. Il y a, bien sûr, c'est un problème complexe, donc les solutions ne sont pas simples, mais tout d'abord, il faudrait, premièrement, contrôler les ONG qui travaillent en Algérie. Aussi, je parle des ONG étrangères, que j'ai appelé dans un article aux organisations non gouvernementales, je les ai appelées organisations non grata, parce que leur travail est un travail subversif. Deuxièmement, il y a des ONG algériennes qui reçoivent des subsides de ces organisations étrangères. Il faut les contrôler. Que font-ils avec cet argent? À quoi sert ce financement? Comment ils arrivent à faire rentrer cet argent, qui est un argent, je répète, un argent en devise. Donc, quel est le mécanisme? Ça, je ne le connais pas, mais les services de sécurité devraient contrôler tout ça. Ils devraient contrôler tout ça. Ça, c'est pour une chose. Deuxièmement, pour les guerres de quatrième génération, ce sont des guerres où il n'y a pas d'armes, où l'arme, c'est la communication, c'est l'information. C'est ce qu'on appelle une arsenalisation de l'information. Donc, nous devons avoir un front intérieur médiatique très fort. Nous devons faire en sorte qu'on ait des médias très réactifs et nationalistes, qui défendent non pas les personnes, mais défendent les institutions algériennes. Parce que nous avons des exemples devant nous, l'exemple de la Libye, l'exemple de la Syrie, l'exemple du Yémen. Nous avons ces exemples-là devant nous et nous voulons que l'Algérie reste debout. Et pour qu'elle reste debout, malgré toutes ces menaces, nous devons avoir un front intérieur très puissant. Alors, pour moi, c'est une très bonne chose que l'Algérie puisse intégrer les BRICS. C'est en fait un prolongement de sa politique de non-alignement. C'est une sorte de non-alignement et elle ne peut qu'être bénéfique pour notre pays. J'espère qu'elle répondra rapidement aux critères pour qu'elle puisse faire partie de ce groupe, mais joindre ces pays-là qui représentent quand même un grand pourcentage de l'économie mondiale et un grand pourcentage de la population mondiale ne peut être que bénéfique pour l'Algérie. Trump est contre la légalité internationale. Nous savons que le problème sahraoui est à l'ONU, il est débattu à l'ONU, et que l'Algérie la position de l'Algérie est celle de la décision de l'ONU. C'est pas autre chose. Deuxièmement, les deux questions sont des questions très liées. Pourquoi? Parce que ce sont des questions de colonisation. Les deux, le Sahara occidental, c'est la dernière territoire colonisé en Afrique et la même chose pour la Palestine en Asie. Donc ces deux problèmes ne peuvent être que liés. Mais que Trump fasse un marchandage et que les Marocains acceptent,
c'est de la politique absolument abjecte, de la politique abjecte. Surtout que le Maroc a tout à perdre là-dedans. Parce que si on regarde les pays qui ont normalisé, regardons les pays qui ont normalisé, la Jordanie, ou les premiers pays qui ont normalisé, soit la Jordanie, soit l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis leur normalisation? Absolument rien. Absolument rien. Donc, cette histoire de normalisation, elle est tout bénéfice pour les Israéliens, mais pour les pays arabes, elle est vraiment, c'est une perte totale, une perte sèche. Oui, mais ça, ce sont des titres, je veux dire. C'est-à-dire, moi, je ne crois qu'aux actes. Et on peut s'appeler n'importe qui, on peut s'appeler n'importe comment, mais ce sont les actes qui disent ce qu'on est. Nous sommes, les Algériens, nous sommes les amis de la Palestine, nous aimons la Palestine, et ça se voit quotidiennement. Et ce n'est pas le cas du souverain marocain qui porte tous les titres qu'il veut.